Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Stéphane Simonian, je suis enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2 au laboratoire éducation culture politique. Alors, avant de démarrer cet atelier qui questionne les organisateurs conceptuels mobilisés pour comprendre ou pour construire des situations d'apprentissage instrumenté, je voulais remercier Bernard Blandin de m'avoir associé et d'avoir piloté ce colloque à distance. Je voulais aussi remercier Vincent Bocara, qui est le co-animateur que vous devez voir et qui va se charger de l'animation du chat. Et vous le connaissez peut-être, mais je précise qu'il est aussi enseignant-chercheur, mais lui à l'Université Paris-Sud, au laboratoire informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur. Donc, l'objectif de cet atelier, c'est de faire des propositions, de fournir des orientations scientifiques qui sont susceptibles de permettre de franchir peut-être un pas supplémentaire pour comprendre et concevoir des situations d'apprentissage instrumentées. On a prévu le déroulement de l'atelier donc avec une présentation de 10 minutes pour les 3 intervenants. Donc, le premier intervenant sera Monsieur Lefort Thierry, qui lui officie à l'Université de Rennes 2 au CREAD, le centre de recherche sur l'éducation, les apprentissages et la didactique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de sa présentation, mais elle s'intitule « Dématérialiser les technologies, humaniser les apprentissages ». Ensuite, Monsieur Grégory Munoz, qui fera une intervention sur l'esquisse d'une approche des outils dans l'œuvre de Simone Weil. Il est donc à l'Université de Nantes, au Centre de recherche en éducation de Nantes, au CREN. Et puis Bernard Blandin, que je pense tout le monde connaît maintenant, effectuera une présentation sur une double ontologie pour un métacadre théorique. Donc, l'idée, c'est que chacun présente 10 minutes. On prendra une ou deux questions par le chat suite à chacune des présentations. Ensuite, on discutera de manière générale sur la porosité et les apports de ces présentations. Et je laisserai la parole dans les dernières minutes à Bernard Blandin pour qu'il puisse dire quelques mots et clôturer ce colloque. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter, Vincent. Et ben donc, je laisse la parole à Thierry Lefort pour sa présentation. Bonjour, je vous remercie pour cette présentation. Donc, je ne vais pas redire quelle était ma provenance universitaire. Donc, je vais commencer directement par la présentation de cette communication, en fait, que j'ai intitulée « Dématérialiser les technologies, humaniser les apprentissages ». Et en fait, l'objet de cette communication, c'est de questionner les concepts qu'on mobilise et les conséquences épistémologiques que ça a pour participer justement à la construction de cette… alors, vous voulez que je partage mon écran peut-être ? Merci. Et donc, vous avez donc là le plan de cette présentation. Alors, par contre, ça m'a pris la main sur mon support. Alors, pardon. Donc en fait, derrière ce titre-là, dématérialiser les technologies, humaniser les apprentissages, en fait, c'était pas pour dire qu'on allait dans le sens de la dématérialisation, qui est une grande tendance actuelle, où on dématérialise les services, etc. Et puis, c'était pas humaniser les apprentissages non plus, au sens où on parle de les humaniser dans le sens de faire valoir le lien social ou un accompagnement individualisé, etc. Donc, on va reprendre peut-être sur la diapositive précédente. Merci. Donc là, l'idée, c'était plutôt de questionner cette partition un petit peu traditionnelle maintenant entre les technologies et l'humain. C'est-à-dire qu'on entend justement souvent cette dimension-là, une approche qui serait technocentrée d'un côté, qui serait du côté des technologies, du côté du numérique, du côté de la technique, et puis de l'autre côté, il y aurait une approche qui serait anthropocentrée. Et en fait, la conséquence de ça, c'est que ça disqualifie la dimension technique, puisqu'en fait, on la situe d'emblée
en dehors du champ de l'humain, c'est-à-dire en dehors du champ anthropologique. Et justement, ce que je voulais questionner là-dedans, pour participer à cette réflexion, c'était de dire qu'en fait, la technique n'est pas réductible à une définition matérielle, à une définition physique. Et en fait, la technique, elle est pleinement humaine. Et en fait, il y a une ambiguïté qui est liée au fait qu'il y a des objets concrets, des objets tangibles, pour lesquels on a l'impression qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre quasiment du naturel, et qu'en fait, on humaniserait à partir du moment où on aborde les questions qui vont être liées aux interactions, qui vont être liées globalement à ce que l'on aborde d'un point de vue de la sociologie ou de la psychologie, etc. Et en fait, l'hypothèse que je formule, c'est que cette technologie-là, elle est pleinement humaine, et je m'appuie là-dessus, enfin, sur des recherches qui ont été menées à partir du langage, dans le cadre de ce qui s'est appelé la théorie de la médiation, qui dissocie 4 plans de rationalité, et qui distingue justement cette dimension du logos, hein, le langage, mais qui aussi autonomise un autre angle, une autre façon, une autre médiation, qui est une médiation technique, et de montrer qu'en fait, cette technique, elle n'est pas réductible au matériel. En fait, dans la technique, il y a aussi de l'analyse, il y a aussi une rationalité, il y a une forme d'abstraction qui est exactement, enfin, dont on peut formuler l'hypothèse qu'elle fonctionne exactement comme dans le langage, où vous avez une phase avec 2 faces, hein, signifiant, signifié, et là, on peut imaginer aussi qu'il y ait du fabricant, du fabriqué, et analyser, on va dire, avec la même rigueur et le même déploiement comme ça conceptuel de cette technique-là, pour en faire quelque chose qui soit quelque chose qui relève d'une raison anthropologique aussi. Et donc, en fait, cette médiation technique, elle peut être comprise comme étant une forme tout aussi humaine que la raison sociale ou qu'une raison langagière. Et donc, en fait, ça amène à considérer que la technique, en fait, c'est quelque chose qui contient déjà de l'abstraction, qui est dans nos pratiques, et qui est aussi, d'une certaine manière, de l'humain. Et en fait, la science, elle est porteuse aussi de cette technique-là, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de science indépendamment d'un appareillage, et qui n'est pas juste des éléments matériels concrets, des objets physiques, hein, ce sont aussi des appareils qui permettent de produire la science, c'est-à-dire que les données sont des données qui sont obtenues à partir d'un appareillage scientifique, quel que soit l'appareillage d'ailleurs, y compris quand on est dans une forme, on va dire, de travail empirique avec des entretiens avec des personnes, le fait d'enregistrer la parole, le fait d'écrire, de produire des textes, etc. En fait, on s'appuie sur des dispositifs techniques qui permettent justement de démultiplier les capacités qu'on aurait d'analyse, ne serait-ce que l'écrit, qui permet de conserver tous les détails d'un raisonnement, de les réagencer, de les présenter, de les structurer, une mise en page, etc. Donc en fait, ça permet de montrer qu'il y a dans cette dans la technique, cette humanité-là, et puis que en fait, alors dire que c'est dématérialiser la technique, c'est montrer qu'il y a une phase d'abstraction là-dedans qui la rend dématérielle, enfin qui la rend d'une certaine manière analytique, et pas juste liée à la physicalité de sa réalisation concrète. Et l'idée, c'est de montrer que derrière tout ça, en fait, il y a aussi une, euh, une humanité là-dedans. Le deuxième aspect de cette communication, c'est de faire valoir le fait d'humaniser les apprentissages. Alors, c'était encore, pardon, sur la diapo précédente, où en fait, on abordait justement ce qu'on voit actuellement, c'est une sorte de naturalisation, c'est-à-dire qu'on utilise des termes qui vont être valables aussi bien pour décrire ce qui se passe dans les sciences de la nature que ce qui se passe dans les sciences humaines. Et on voit arriver les termes d'hybridation, d'environnement, d'écosystème, en fait, qui sont systématiquement utilisés, et en fait qui posent la question justement d'une confusion totale que ça produit. Il y a une sorte, d'un côté, d'un anthropomorphisme des apprentissages, c'est-à-dire qu'on va faire comme si les animaux apprenaient comme des humains, on leur donne un statut complètement humain, et on parle d'éducation chez l'animal, on parle de, enfin, tous ces éléments-là qui, pour moi, d'un point de vue scientifique, contribuent à rendre les choses extrêmement confuses, et justement ont aussi pour conséquence d'amener tout ça sur le terrain des sciences naturelles, c'est-à-dire que les termes d'environnement, d'écosystème, etc., ce sont des choses qui ne sont pas spécifiquement liées à ce qu'on peut faire d'un point de vue humain. On a dans les sciences humaines d'autres possibilités, d'autres vocabulaires, d'autres terminologies qui permettent de rendre compte de ces analyses-là. Donc ce que je voulais dire en conclusion, c'est, j'ai intitulé ça de la relative importance des mots, c'est à la fois dire qu'il faut
tenir compte des mots et des conséquences que ça peut avoir, c'est-à-dire qu'il y a quand même des enjeux par rapport aux sciences de l'éducation vis-à-vis des neurosciences, vis-à-vis des sciences de la nature, etc., qui ont toujours tendance à nous considérer comme étant des sciences molles, c'est-à-dire pas avec le même sérieux que les sciences dures, etc., qui seraient plus objectives, etc. Et je pense qu'en fait, il y a aussi un enjeu de ce côté-là, c'est-à-dire à ne pas assimiler les apprentissages humains et les apprentissages chez l'animal ou les apprentissages des robots, c'est-à-dire qu'on parle aussi du deep learning, on fait comme si les systèmes informatiques pouvaient apprendre et on utilise des mots qui à force de vouloir tout dire, c'est-à-dire de pouvoir parler de l'apprentissage chez l'être humain, chez le robot, chez l'animal, finissent par finalement ne plus rien dire puisque c'est tellement polysémique que voilà, ça pose problème. Alors d'un autre côté, je relativise aussi, c'est-à-dire que c'est l'autre aspect de la relative importance des mots, c'est que de toute façon, on est obligé de parler avec des concepts, on est obligé de parler avec des mots et bien évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'utiliser des mots qui vont être polysémiques, on ne peut pas s'empêcher d'utiliser des métaphores, c'est tout à fait normal d'un point de vue linguistique hein, d'utiliser ça, ce sont des éléments rhétoriques qui sont complètement incontournables, ça fait partie de la structure même du langage, ce n'est pas des dysfonctionnements du langage que le fait d'utiliser de la polysémie, de la métaphore, etc. Mais dès lors qu'on est dans une perspective explicative scientifique, il faut quand même s'efforcer de faire en sorte de définir les termes, d'opposer les mots les uns aux autres pour définir des concepts justement et tendre à réduire justement cette polysémie. Mais je suis d'accord avec l'idée que les mots en tant que tels, hein, qu'il ne faut pas confondre avec des concepts, peuvent permettre justement aussi d'aller chercher des idées ailleurs, dans d'autres domaines, dans d'autres champs. Tout à l'heure, on évoquait la question des modèles mentaux. On peut tout à fait transposer parce que ce sont des outils aussi, d'un point de vue scientifique, qui permettent de penser les choses et de générer de la pensée et de l'analyse, etc. Le fait de déconstruire ce qu'on appelle les apprentissages instrumentés, je pense que ça peut, en donnant un autre statut à la technique, permettre de mieux comprendre d'autres dimensions qu'on va appeler sociotechniques et que je trouve être surdéterminées d'un point de vue sociologique et donc, ou technologique. Donc en fait, repenser peut-être les choses en ayant un cadre d'analyse qui soit peut-être un petit peu plus étendu permettrait peut-être de mieux comprendre un certain nombre d'éléments en distinguant justement, en identifiant quelle est la part de la technique dans l'activité pédagogique. Donc, j'ai mis dans la diapositive suivante quelques éléments de réflexion à ce sujet-là. Merci. Donc, sur la dimension, par exemple, qui correspond à la compétence langagière, et qui va être le fait de décrire, en fait, de désigner, et sur lesquels on va manipuler des concepts, en fait, on peut envisager comment on peut outiller cette dimension-là. C'est-à-dire le fait de produire du texte, de faire passer du sens, de concevoir l'écriture comme étant une manière de fabriquer du sens, techniquement. Le fait de produire des images pour leur valeur documentaire, pour montrer des choses, c'est quelque chose qui est complètement à prendre en compte dans ce type de rapport-là. Mais ça oblige en fait à considérer non pas l'image en tant que telle, par exemple, mais à concevoir des rapports à l'image. C'est-à-dire qu'un rapport à l'image qui va être de le prendre pour sa valeur documentaire. Par contre, l'image, on peut aussi la considérer comme étant un produit technique. Et là, on passe sur cet aspect-là qui est plutôt le deuxième aspect de manipuler, c'est-à-dire qui suppose des compétences techniques pour produire une image, c'est-à-dire pour la fabriquer, que ce soit de la photo, n'importe quel type d'image, que ce soit des graphiques, des schémas, etc. En fait, tout ça, il y a une dimension technique aussi dont on doit pouvoir rendre compte indépendamment, là, du coup, du message qui relève plutôt de cette dimension de la description. Et puis, il y a la dimension d'appropriation, donc là, qui relève des compétences sociologiques et qui font l'objet justement de toute cette question-là, des apprentissages, la question des interactions, de la communication, de tous ces échanges, de toute cette dimension d'accompagnement et de lien social qu'on peut aussi outiller, notamment avec, on l'a vu avec toutes les plateformes, et puis ça se fait aussi dans le cadre des cours en présentiel et tout ça. Et puis sur la quatrième aspect, la dimension évaluée, en fait là où ce qui est en jeu, ce sont plutôt des valeurs éthiques, la question axiologique, et en fait on peut aussi outiller ça, c'est-à-dire que le fait de faire un devoir, le fait de trouver des preuves, de montrer en fait, de faire apparaître des choses, etc. Ce sont des choses qui permettent d'outiller aussi cette question de l'évaluation.
Donc voilà, juste pour terminer là-dessus, c'était juste dire que cette question de, on était parti de la notion de situation instrumentée, je pense que cette notion de situation peut aussi être questionnée, c'est-à-dire que peut-être qu'on focalise déjà sur une dimension qui va être davantage sociologique et donc peut-être prendre en compte aussi le fait que quand on parle de ça, on parle d'une approche sociale de la technique. Pareil, quand on parle d'activité pédagogique, en fait, on sous-estime le fait que dans l'activité pédagogique, il y a une dimension technique derrière tout ça. Et est-ce qu'on parle d'activité au sens social du terme, c'est-à-dire c'est un temps dans une prise en charge par délégation, etc., en tant que formateur, enseignant, etc., ou est-ce qu'on est sur justement la mise en œuvre de quelque chose, et là qui nous ramène justement à cette dimension sur laquelle on peut agir à la fois techniquement, les outils qu'on met en place, les outils que l'on produit justement pour, pour outiller ces situations pédagogiques. Et puis je voulais juste évoquer aussi juste cette question d'instrumenter en fait, qui était au cœur aussi de cette réflexion, enfin sans que je l'ai nécessairement abordé ici, mais notamment dans l'opposition entre une approche qui serait technocentrée, une approche qui serait anthropocentrée, liée justement aux travaux de Rabardel. Et donc là, où, effectivement, on utilise le terme instrumenté pour parler en fait de cette dimension technique, mais peut-être c'est une façon aussi sous couvert d'instrumenter, du terme instrumenter, de ne pas avouer que l'on est dans une dimension technique. Et puis le jeu de mots aussi entre instrumenté, instrumentalisé, qui est plutôt une dimension politique, alors qui en français fonctionne, mais qui n'a pas nécessairement scientifiquement un statut, je pense, au-delà de cette correspondance entre ces deux termes. Et je pense qu'en fait, il y a vraiment à questionner cette dimension-là des technologies, technologies numériques. Et si j'évoque le terme d'ergologie en termes de science qui permet d'aborder techniquement ça en rendant un statut humain à la technique, c'est aussi pour partir, enfin pour me départir justement de ce terme de technologie, en fait, dont on pourrait penser qu'on est sur une science de la technique, hein, étymologiquement. Et en fait, là, ce n'est qu'un mot, puisque ce n'est pas du tout l'usage de ce terme-là dans la langue française, en tout cas. Voilà, je vous remercie. J'espère ne pas avoir trop débordé. Merci. Ben, c'est difficile en 10 minutes de faire la synthèse de toutes ces dimensions. Bravo aussi d'avoir tenu le temps. Je pense que Vincent, on a une première question, peut-être, ou deux dans le chat, je sais pas, je crois qu'il y en a une. Oui, effectivement, on a une première question de Lara Poitrin. Lara, est-ce que vous souhaitez poser directement votre question ou est-ce que vous souhaitez que je la pose pour vous? Bonjour, oui, je peux la poser si vous voulez. Allez-y. Donc du coup, par rapport au pouvoir des mots, en fait, je voulais revenir sur le fait que le terme d'intelligence artificielle, par exemple, il me dérange beaucoup parce que pour moi, un ordinateur ou une machine n'a rien d'intelligent comme peut l'être un humain ou même un animal. Et du coup, je vous demandais par quoi on pourrait remplacer, s'il fallait remplacer en fait ces mots, si ce genre de mots qui ne correspondent pas en fait continuent à se développer et qu'on cherche à les remplacer, comment faire pour faire référence à ces termes nouveaux, en fait, sans reprendre des mots qui n'ont au final pas grand-chose à voir. Est-ce qu'on devrait inventer des nouveaux mots ou est-ce on peut aller puiser dans d'autres langues des mots qui iraient mieux? Enfin, voilà, c'est ma question. Le son, vous n'avez pas mis votre son? Oui, j'avais coupé. Donc, je souscris tout à fait à votre remarque concernant l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est pas de l'intelligence, en fait, c'est de la programmation derrière. Et il y a de l'intelligence aussi, mais ce qui est produit là, c'est un dispositif technique de programmation et qui va fonctionner en général en plus sur un mode qui ressemble plus à une intelligence animale qu'à une intelligence humaine, c'est-à-dire que ça va répondre à des instructions et puis ça va reproduire des schémas qui auront été, qui correspondent à des lignes de commande. Mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du néologisme, de trouver des termes qui vont définir spécifiquement ce dont on veut parler. Parce qu'en fait, même quand on parle de langage informatique, on se rend bien compte qu'on n'est pas sur du langage au sens du langage humain, c'est-à-dire qu'on est sur du code informatique qui va fonctionner sur des instructions. Mais le langage humain, il est justement basé sur cette polysémie, sur ce malentendu, sur le fait de pouvoir transposer paradigmatiquement des
des choses dans un domaine, dans un autre, pour pouvoir penser, etc. Mais le langage informatique, entre guillemets, lui, il est incapable de cette plasticité-là. Il est incapable de comprendre, de relativiser ce qu'il a. Et il en fait des éléments qui sont complètement figés, etc. Et ça ressemble à du langage, comme le langage animal, mais en fait, on n'est pas du tout sur quelque chose de la même nature. Et donc, on peut utiliser toujours métaphoriquement ces termes-là, y compris dans une visée pédagogique, à mon sens, mais scientifiquement, je pense qu'il faut effectivement trouver des termes qui permettent de spécifier les usages et ce type de vocabulaire là, concernant l'intelligence artificielle et puis tout ce qui va venir derrière l'apprentissage, le deep learning, enfin toutes ces notions-là d'apprentissage dont on ne sait pas ce qu'elles ont de spécifique quand elles concernent des robots, des êtres humains ou des animaux. Merci Thierry. On a une autre question apparemment de Luc Trouche qui lève la main. Luc, je vous laisse prendre la parole. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui. Oui, parce que mon chat était désactivé, je ne sais pas pourquoi. Et là, il vient d'être activé. C'est pour ça que je me suis permis de lever la main. Alors oui, je voulais simplement poser une question sur la dialectique instrumentalisée, ou instrumentation, instrumentalisation. Je ne comprends pas bien la différence que vous faites entre un processus qui relèverait du domaine technique et l'autre du domaine politique. Alors, en fait, disons, dans l'approche de Pierre Abardel, ces deux processus qui sont imbriqués, bien sûr, sont au même niveau, c'est-à-dire au même niveau d'analyse. On peut les considérer comme techniques, comme cognitifs, comme politiques même. Mais il me semble tout à fait au même niveau. C'est ça qui fait l'intérêt de cette approche, il me semble. En fait, justement, pour moi, on est sur deux plans d'analyse complètement différents. C'est-à-dire que la dimension instrumentée, on est dans un registre technique, et la dimension d'instrumentalisation, on est dans un registre politique. C'est-à-dire que dans un cas, on est dans une analyse qui est ressortie à une structuration sociologique, etc. Alors que dans la dimension instrumentée, pour moi, on doit enlever cette dimension sociologique, même s'il y a socio-techniquement, il y a aussi des choses qui se font, mais on doit vraiment ancrer cette dimension instrumentée dans sa logique d'outillation, dans sa logique, et pour ça que je préfère utiliser outillation que instrumentation, à cause de cette proximité-là, et puis à cause aussi de la proximité entre l'instrument utilisée par l'animal et puis cette utilisation de l'instrumentation humaine dont on ne sait pas à quel moment elle se distinguerait justement d'un outil, par exemple. Et donc après, c'est des questions de vocabulaire, c'est-à-dire que ce que je vous disais dans ma conclusion avec la relative importance des mots, ça ne me dérange pas qu'on utilise un mot pour un autre. C'est-à-dire que si on a le même sens et qu'on se met d'accord sur le fait que quand vous utilisez instrument, ça veut dire la même chose que outil chez moi, ça ne me pose aucun problème. On peut parler voilà, avec chacun son vocabulaire, ses registres, etc. Donc, il n'y a pas de difficulté. Mais pour moi, c'est bien deux plans différents, cette dimension de l'instrumentation et de l'instrumentalisation. Ouais. Je vous propose peut-être de revenir là-dessus parce que ça va, en fait, comme vous avez pu le lire, Rabardel est quand même un auteur fortement mobilisé à travers les trois présentations, et c'est vrai qu'il y a peut-être des lectures différentes, et comme il n'est pas là pour nous dire la sienne, on pourrait y revenir. Et puis oui, sur le vocabulaire, on verra s'il faut revenir sur l'ustensilité ou pas aussi, du coup. Si on est bon. Donc, je propose de passer à la deuxième présentation de Grégory Munoz. Grégory, je vous ai mis le diaporama. Et puis... Grégory? Oui, je peux. Est-ce que vous pourriez départager l'écran peut-être? Voilà. Merci. Bonjour à tous. Je voulais remercier les organisateurs d'avoir retenu ma proposition de communication qui, comme vous allez le voir, en fait, renvoie à des éléments historiques, du coup, parce qu'il y avait une collègue, je crois que c'était Béatrice tout à l'heure, qui parlait un peu de retour à l'histoire. Donc, je voulais vous proposer effectivement une lecture, on pourrait dire une sorte de relecture actuelle des apports d'une philosophe du travail qui s'appelle Simone Weil. Donc, je vais partager mon écran. Donc effectivement, avec mes collègues qui n'ont pas pu être là, et je les en excuse,
en fait, on s'intéresse depuis quelques années, notamment un peu, on pourrait dire, à redécouvrir l'œuvre de Simone Veil. Donc, ce n'est pas la Simone Veil hein, que l'on connaît avec un V, hein, donc là, c'est avec un W. Donc, c'est une philosophe des années 30 et 40, on pourrait dire, hein, qui s'est beaucoup intéressée à la condition ouvrière hein, et qui a elle-même été aussi... donc, elle était professeure de philosophie dans le secondaire et à un moment, elle demande en fait un congé sabbatique pour devenir ouvrière dans des usines de production de l'époque. Hein. On est dans les années 30, en fait, hein, avec donc je dirais, toutes les affres de ces années 1930, et puis aussi le Front populaire et autres apports, etc. Où à l'époque, par exemple, elle intervenait auprès des ouvriers pour faire dans les amphithéâtres, en fait, pour proposer donc, de faire des cours de philosophie dans les universités ouvrières à l'époque, par exemple. Alors, ce qui m'a intéressé, voilà, c'est que j'ai retrouvé certains éléments qui m'ont fait dire que en fait, ça pourrait être intéressant de relire Simone Veil, à la fois sur les aspects de sa philosophie du travail. On verra que, selon moi, elle avait un peu des préoccupations ergonomiques avant l'heure, hein, on y reviendra. Et puis, pour cette communication, j'ai un peu plus insisté sur le fait que j'ai l'impression qu'on retrouve l'esquisse d'une approche. Alors, elle dit des outils, hein, elle ne dit pas des instruments, effectivement, le choix des mots, hein, dans l'œuvre de Simone Veil, à travers notamment la mise en exergue d'un texte de Simone Veil par un collègue qui s'appelle Labbé et qui s'intéresse à la notion de travail chez Simone Veil, où j'ai retrouvé ces éléments. Donc l'idée, en fait, c'est de regarder comment elle, à travers sa lecture des outils, hein, une lecture du travail hein, et de l'utilisation des outils dans le travail, elle nous permet, selon moi, d'approcher ce que j'appellerais la lecture de la situation de travail. Alors, je vais après aller sur mon exemple. Donc, mais avant de rentrer sur l'exemple centré sur les outils, je voulais donc redonner un petit peu d'épaisseur à son œuvre, avec donc, selon moi donc, une œuvre inspirante pour l'avenir, pourquoi pas, donc, de relire Simone Veil, hein, donc, comme je vous le disais, qui a éprouvé elle-même la condition ouvrière, et notamment elle en parle en termes de pression et d'oppression, hein, donc avec l'oppression du réel, la résistance du réel que comporte tout travail, hein, mais qui a aussi des effets intéressants, notamment pour le développement humain. Et puis, elle fustige peut-être un peu plus ce qu'elle appelle l'oppression, donc qui est plutôt liée au système, on dirait maintenant au système de management, au système d'organisation du travail. Notamment, à l'époque, elle fustige le système tayloriste du travail. Et donc, elle va, à un moment, donc, elle a des opportunités pour pouvoir écrire dans un journal d'usine, hein, notamment dans les usines de Rosières près de Bourges, où elle en appelle donc, en fait, aux ouvriers à venir dire auprès d'elle, hein, elle va faire donc une synthèse de ces éléments, à la fois leur plaisir et leur déplaisir du travail, en fait. Hein, et donc, elle fait tout un relevé, en fait, où elle appelle les ouvriers à la fois, je dirais, à dire et notamment les mauvaises conditions de travail, à dénoncer les mauvaises conditions de travail, etc. Alors après, voyons que le projet avance, en fait, elle avait une entrée, on pourrait dire, par le directeur d'usine avec qui elle avait échangé justement sur la condition ouvrière qu'elle avait vécue, qui était très intéressé au début par ce projet, et puis en fait, qui, voyant le projet avancer, en fait, peut-être sur les aspects justement liés donc aux conditions de travail, et donc décide de ne pas donner suite à ce projet qui du coup n'aboutira pas, mais on pourrait dire que c'est une sorte d'entrée ergonomique, alors par entretien, hein, du coup, mais par contre, par entretien, on pourrait dire renvoyant aux propres conditions ouvrières qu'elle-même elle a pu vivre auparavant. Dans sa philosophie du travail, alors il y a beaucoup de collègues qui sont revenus sur sa philosophie du travail, notamment avec des entrées plus philosophiques, donc que je maîtriserai moins, donc je vais moins m'y aventurer, mais je trouvais intéressante de reprendre la notion qu'elle appelle la notion de nécessité. Hein. Tout à l'heure, on parlait justement de ce qui résiste dans le travail, de ce qui est nécessaire à prendre en compte, aussi bien les ressources, mais également les contraintes. Et donc, c'est ce qui l'intéresse, elle, justement, dans cette potentielle
dans cette potentialité de développement, on pourrait dire, pour le sujet, c'est justement que dans le travail, il y a des choses qui résistent, hein, et il va falloir prendre en compte les nécessités, hein, donc à savoir, donc, on pourrait dire, les propriétés et les objets et leurs relations dans les phénomènes de travail que l'on doit maîtriser, hein, pour le dire à la manière dont on le dirait, par exemple, Vergniaud, dans une approche de la conceptualisation dans l'action. Vergniaud qui est dans la suite d'une approche piagétienne, donc le sujet doit s'adapter justement aux éléments du réel, et on doit construire un modèle pour pouvoir mieux s'y adapter, un modèle qu'il construit dans l'action, hein, et pas toujours justement de manière énoncée, de manière consciente, hein, pardon, voilà. Donc à cet endroit, Weil parle de propriétés réfléchissantes dans la matière, hein. Les seuls objets sensibles où ils puissent porter leur attention, c'est la matière, les instruments, les gestes de leur travail. Mais par bonheur pour nous, il y a une propriété réfléchissante dans la matière. Elle est un miroir terni par notre haleine. Il faut seulement nettoyer le miroir et lire les symboles qui sont écrits dans la matière de toute éternité. Cela pour dire en fait que effectivement, les humains vont pouvoir donner du sens à ces éléments inscrits dans la matière ou dans le réel, hein, pour retrouver donc les dimensions matérialistes de l'activité. Alors, donc elle, à un moment, effectivement, elle nous fait part d'un exemple que je reprends donc aux collègues qui travaillent donc sur la valeur du travail selon Simone Weil. Et voilà cet exemple que je vous dis. Donc là, c'est le collègue qui cite Simone Weil. Hein, il nous dit, dans un très beau texte sur la notion de lecture, Simone Weil compare la connaissance par le travail au maniement d'un outil au maniement du bâton de l'aveugle. Le travail, au sens ordinaire du terme, en est un exemple, car chaque outil est un bâton d'aveugle, un instrument à lire. Chaque apprentissage est l'apprentissage d'une lecture. Pour le marin, le capitaine éprouvé dont le bateau est en un sens devenu commun prolongement de son corps, le bateau est un instrument à lire la tempête. Et il la lit tout autrement que le passager, où le passager vit du chaos, du danger sans limite, de la peur. Le capitaine lit des nécessités, donc les fameuses propriétés du réel, on pourrait dire, des dangers limités, des ressources pour y échapper, une obligation de courage et d'honneur, etc., etc. Et le collègue nous dit donc l'homme au travail, comme un capitaine sur son navire, apprend à lire le monde. En même temps, au contact du monde, le travailleur développe en lui-même des potentialités, des virtualités qui n'étaient jusque-là qu'en puissance, hein, dans les situations, mais avec ce pouvoir de réfléchissement de la matière du travailleur humain, ben, il va pouvoir justement prendre en compte ces éléments. Ce que je voulais dire par là, c'est que donc, du coup, moi, je fais le lien entre, d'un côté, le système d'instruments. Hein, on voit bien le bateau, qui est un système, c'est un système de déplacement, bien évidemment, avant tout, mais là, dans cet exemple, il devient un système de lecture des propriétés de la tempête, entre guillemets, hein, bien évidemment. Là, il va falloir avoir beaucoup appris pour pouvoir lire, utiliser cet instrument sémiotique qu'est le bateau pour pouvoir lire les éléments de la tempête, pour pouvoir s'en sortir. Et la lecture, bien évidemment, n'est pas que visuelle, elle est aussi proprioceptive dans le corps, bien évidemment, du capitaine qui prend des éléments, je sais pas, de roulis, etc., etc. Et du coup, donc, je remets en commun cela avec la notion de chaîne, donc, qui sont une organisation invariante de l'activité pour une classe de situation, comme dirait Vergniaud, dans le sens où dans les chaînes, on va essayer de retrouver justement quelle est la représentation des éléments importants auxquels le professionnel doit porter une grande attention avant de pouvoir prendre ses décisions. Donc là, il serait tout à fait intéressant de fouiller l'enquête pour savoir auprès d'un capitaine de navire qui sait se sortir d'une tempête, comment il va pouvoir asseoir sa lecture de certains éléments du réel sur certaines parties du bateau ou sur certaines parties des informations reprises sur son corps propre en fonction des mouvements du bateau, etc. Voilà, donc je voulais vous dire, voilà, je trouve quelques éléments intéressants d'une approche anthropocentrée des techniques et des outils. Donc on voit bien où l'outil, là le bateau en quelque sorte, il est tellement intégré, je dirais, aux travailleurs, mais comme d'autres outils, hein, on pourrait dire, je ne sais pas, le couteau pour un travailleur qui va travailler par exemple de la découpe, hein, va être bien évidemment très intégré à son propre mouvement.
à tel point que quand on change son couteau, ben, il va avoir l'impression de perdre son pouvoir d'agir, etc. Je trouvais intéressant voilà, de revoir cette lecture, on va dire, un peu de la part de Simone Weil, d'une approche instrumentale en devenir. Alors, à d'autres endroits, dans un texte qui s'appelle « Sur la science », il nous dit une étude approfondie des instruments de travail, non plus d'un point de vue technique, c'est-à-dire quant à leur rapport à la matière, mais quant à leur rapport à l'homme, à la pensée humaine. Enfin, voilà, donc elle en appelle à une approche anthropocentrée, entre guillemets. Mais bien évidemment, je parle d'approche anthropocentrée en m'appuyant sur l'entrée de l'approche instrumentale. Mais du coup, je serais aussi assez d'accord que, bien évidemment, les outils sont déjà des objets humanisés, en fait. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Vincent, est-ce que tu as des questions ou... On n'a pas particulièrement de questions dans le chat ou de main levée, sauf erreur de ma part. Et dans ce cas-là, vous n'hésitez pas à vous signaler si c'est le cas. Mais je peux te poser une petite question, Grégory, plutôt dans le prolongement et sur les apports de Simone Weil que je ne connais pas forcément très bien. Je vois bien le parallèle et le travail que tu as essayé de faire sur le lien avec la dimension instrumentale, si je peux dire ça comme ça, les systèmes d'instruments, etc. Et le parallèle que tu fais avec l'approche ergonomique. Là où je me questionnais un peu, c'est que souvent en ergonomie, il y a une manière d'appréhender ces questions-là en intégrant les enjeux de santé dans le développement des ressources. Et du coup, est-ce que tu as une idée ou est-ce que tu sais dans quelle mesure on retrouve un souci qui pourrait être en lien avec des questions de santé au travail, ou pas particulièrement, et si c'est le cas, un peu comment? Alors, du coup, je n'avais pas relu Simone Weil dans cette entrée. Il me semble que d'un moment, dans sa critique, elle a fait des textes dans la condition ouvrière, dans sa critique, notamment du taylorisme, me semble-t-il, elle parle d'éléments qui pourraient renvoyer à la santé. Alors, il me semble que c'est beaucoup autour de la temporalité, en fait. Elle parle du temps, en fait. En gros, le taylorisme, en gros, il impose un temps, la cadence, entre guillemets, de la chaîne de travail, le temps cadencé de la chaîne de travail qui impose une temporalité donc à l'ouvrier qui, là, du coup, perd, je dirais, la main sur quelque chose qui lui appartenait quand il était dans un monde plus artisanal, en fait, entre guillemets, où lui, il avait lui-même, c'était lui-même qui donnait sa propre cadence de travail. Donc, effectivement, donc, il y a toute une critique voilà, sur la temporalité. En gros, elle dit le temps des horloges, il n'a rien à voir avec le temps biologique humain. Il y a toute une discussion autour de la temporalité. Après, qui quand même va aller sur les aspects de préservation de la santé, mais bien évidemment, après, elle ne déploie pas des choses autant qu'on a pu les déployer depuis, me semble-t-il, sur tous les travaux de l'ergonomie. Voilà. Et là, elle s'intéressait déjà, donc là, dans les années 30, elle s'intéressait déjà justement aux conditions de travail, on pourrait dire délabrées des travailleurs de l'époque. Alors c'est vrai qu'elle insistait plutôt sur ces aspects d'oppression. En gros, on subit un peu les formes de pression supplémentaires que vont nous amener l'organisation du travail, entre guillemets les petits chefs, etc. etc. Là où il y a déjà la pression du réel, mais la pression du réel, pour elle, elle est intéressante, en fait. Mais quand se surrajoute l'oppression, entre guillemets, du système de travail, et notamment, par exemple, dans les usines, en gros, elle dit, les usines, il y a un caractère où les ouvriers ne se sentent pas chez eux. En fait, ce n'est pas eux qui choisissent leur temps, ce n'est pas eux qui ont choisi leur machine, ce n'est pas eux qui ont choisi l'organisation. Donc, en fait, là, ils sont dans un lieu où alors, je ne sais plus comment elle utilise quel terme, elle dit, en fait, ils ne peuvent pas, ce n'est pas un lieu de vie, justement, ce n'est pas un lieu où on peut vraiment habiter, quoi. On n'a pas envie d'y rester, etc. etc. Et c'est vrai qu'elle parle aussi du long terme, c'est-à-dire comment on peut faire pour rester 20 ans dans une cadence où en fait le temps est toujours le même, quoi, en fait. Et du coup, les 20 ans, on ne les a pas vus passer entre le moment où on est entré dans l'usine et le moment où on en sort, en quelque sorte, parce qu'on a vécu une sorte de redondance d'un temps mécanique ou quelque chose comme ça.
Après, elle est très, très critique, hein, bien évidemment, mais les usines des années 30, ce n'est pas non plus les usines actuelles. Hein. Attention. Merci Grégory. Je ne sais pas si on peut réagir à ce que vous venez de dire, mais en fait, je vois un prolongement dans la situation actuelle quand on parle des open space et des endroits où les gens se sentent vraiment chez eux et on fait tout. On met des baby-foot, on met des systèmes pour qu'ils se sentent chez eux. En fait, c'est une façon de transformer, mais pour arriver au même résultat, c'est-à-dire en fait de créer une pression pour faire en sorte que les gens soient beaucoup plus productifs au travail, qu'ils soient beaucoup plus au travail, beaucoup plus physiquement présents, etc. Et c'est une façon finalement, avec un résultat qui est complètement inverse dans ce qu'on observe, alors qu'en fait le processus est exactement le même. Ce qui est en jeu derrière. Et il y en a un qui a fait une très belle critique aussi du système tayloriste que vous évoquiez tout à l'heure, c'est Chaplin. C'est-à-dire non pas par des textes, non pas par des écrits, mais par des films, par des images, par une narration. Et en fait, il a pointé ces choses-là avec techniquement d'autres manières de faire, enfin d'autres manières de faire que d'écrire, c'est-à-dire non pas avec du langage, mais là, en utilisant justement le pouvoir des images, le pouvoir du cinéma. Et évidemment, ce qu'il a dénoncé, ça lui a coûté aussi sa réputation aux États-Unis, mais c'est intéressant justement ces parallèles-là, je pense. Et puis j'avais peut-être une remarque aussi par rapport au bateau. Vous utilisiez cette dimension-là du bateau chez Simone Veil. Je pense que le bateau fabrique aussi la vague, c'est-à-dire l'étrave du bateau fabrique la vague, la voile fabrique le vent, c'est-à-dire en fait c'est des choses qui existent physiquement, qui sont là, mais le fait d'en faire un bateau un moyen de communication, c'est déjà une façon d'avoir une lecture de cet environnement-là pour pouvoir se déplacer, d'utiliser la force du vent, la force des marées, la force de tout ça. Les bateaux d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les bateaux d'hier, maintenant on a des foils là, qui permettent justement de ne plus être soumis aux contraintes du frottement de l'eau en surélevant, en utilisant la force du vent, tout ça. Donc là, il y a des choses qui sont en train d'évoluer et qui sont en train de réanalyser finalement ce que c'est. Et la seule petite réserve que j'aurais, c'est par rapport à l'utilisation du terme de lecture. C'est-à-dire on a l'impression qu'on légitime cette analyse-là en faisant quelque chose qui va être encore du côté du logos, du côté un petit peu comme les travers de la sémiologie dans les années 60 à la Roland Barthes, où en fait le fait de mettre du langage sur tout et d'utiliser le vocabulaire linguistique permettait de légitimer ou de justifier cette analyse-là de choses qui avaient finalement un fonctionnement strictement technique et qui étaient un petit peu disqualifiées de la pensée anthropologique par justement c'est une critique qu'on a fait au structuralisme aussi, où on a plaqué du vocabulaire de la linguistique sur des champs ethnologiques ou sur d'autres champs. Voilà, je vous remercie. Un retour rapide alors, Grégory, pour qu'on puisse passer, parce qu'il est 12h12, donc si vous voulez faire un retour rapide, et puis après on laisse la parole à Bernard Landel. Oui, non, mais c'est vrai que j'ai pas du coup pris le temps effectivement de développer en fait, effectivement, derrière, c'est la didactique professionnelle où en fait, on essaye de comprendre les raisonnements d'un acteur en situation et on essaye de comprendre quelles sont les variables, les indicateurs qui prélèvent sur le réel pour prendre une décision. Et bien évidemment, il y en a, on peut facilement les traduire en mots, puis il y en a d'autres qui sont peut-être tellement incorporés dans le corps qu'en fait, il faut passer par une analyse des journées, etc., pour pouvoir les retrouver. Et du coup, effectivement, j'ai peut-être été un peu vite sur ces aspects-là. Et effectivement, c'est une lecture, mais c'est une lecture corporelle, c'est pas non plus c'est une sorte de lecture par tous les sens. Et c'est pas si simple de retrouver justement cette lecture. Et puis, c'est une lecture de l'expérimenté, hein, donc de celui qui a déjà vécu les situations, etc. Elle ne vient pas de nulle part et elle se construit sur du long terme de l'expérience. Merci. Merci à vous pour cette présentation et ces échanges. Bernard, je te propose de te laisser la parole. C'est à toi. Ok, je partage mon écran alors du coup. Voilà, donc ce dont je vais parler, en fait, c'est je dirais c'est une réflexion qui remonte à un certain nombre d'années, parce que ça fait déjà pas mal de temps que je travaille sur les situations d'apprentissage instrumenté. Et la question, c'était comment on peut enrichir les concepts initiaux
tels qu'ils ont été émis au départ dans le travail sur les activités instrumentées par Rabardel et par un certain nombre d'autres personnes dans les années 90. Comment on peut enrichir ça pour prendre en compte à la fois la variété des situations d'aujourd'hui et leur complexité croissante, le fait que le rapport à l'instrument, il est plus nécessairement individuel, mais il est collectif, bon, etc. Et voilà, donc j'ai essayé d'assembler différentes approches, certaines qui n'étaient pas du tout d'ailleurs appliquées ou rarement à ce type de situation, pour voir ce que ça donnait et essayer d'avoir, je dirais, un ensemble conceptuel plus riche et en même temps cohérent pour comprendre les situations d'apprentissage instrumenté. C'est une première phase. Et puis aussi pour construire, parce que ce n'est pas nécessairement les mêmes cadres théoriques qui vont pouvoir être utilisés. Alors, voilà le résultat de mes réflexions. Les cadres théoriques retenus, évidemment, au départ, c'est celui de Rabardel, après qui a été enrichi notamment par Gaëtan Bourmeau, avec la notion de système d'instruments, et qui reprend donc, je dirais, les bases et les processus qu'avait mis en évidence Rabardel. Mais bon, une des faiblesses de ce cadre théorique, c'est qu'il ne considère que les relations de la personne individuelle à l'instrument, enfin aux objets et à l'instrument qui peuvent devenir, alors qu'un grand nombre de situations aujourd'hui sont aussi des situations, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont des situations de collaboration. Et donc, il m'a paru utile d'ajouter un certain nombre de travaux qui travaillaient sur la collaboration, pas forcément d'ailleurs en prenant en compte la notion d'instrument au sens de Rabardel. Mais bon. Ensuite, j'ai découvert les travaux d'André Tricot, par exemple, sur la charge cognitive, qui reprenait des travaux de Zweller aux États-Unis. Et ça m'a paru très intéressant de les ajouter aussi, dans la mesure où la question qui pouvait se poser, et qu'on s'était déjà posée dans des travaux qu'on avait menés, c'était de comprendre est-ce qu'il faut apprendre à utiliser l'instrument avant de s'en servir pour faire autre chose, ou est-ce qu'on peut apprendre les deux en même temps? Et là, bon, la théorie de la charge cognitive montre qu'il y a un risque fort de surcharge si on essaye de faire les deux en même temps. Donc, ça m'a paru intéressant de l'ajouter. Et puis après, j'ai découvert les travaux sur les capacités à travers les recherches de Solveig Fermagu. Et je me suis dit, mais ça pourrait être aussi intéressant de voir comment ces choses-là s'articulent pour comprendre les environnements et quelle est l'influence de ces environnements et des objets et des instruments qui peuvent devenir sur l'individu. Parce que bon, la dimension des capacités est intéressante dans la mesure où elle pose le problème non pas seulement de l'existence des objets dans l'environnement, mais de la façon dont ils sont à la fois perçus, dont on s'autorise à les utiliser, etc. Et puis enfin, bon, il y a aussi quand même un certain nombre de travaux très généraux sur les environnements, notamment numériques, mais qui font référence à l'usage ou à certains types d'usage d'instruments et qu'on peut rattacher à nouveau donc, aux situations d'apprentissage instrumenté. Voilà, donc ça fait en fait 5 cadres théoriques
Et il y en a peut-être probablement d'autres, et d'ailleurs c'est une question que j'aurais envie de poser après, c'est comment par exemple les cadres qui ont été présentés, Simone Veil et autres dans ces travaux, est-ce qu'on peut les rattacher aussi pour comprendre les situations d'apprentissage instrumenté? Alors, côté construire, ça c'est aussi issu de, je dirais, ma pratique de chercheur. Ce qui m'a paru intéressant, c'était les concepts issus des didactiques. D'abord, effectivement, la didactique professionnelle, mais aussi ce qui en est un peu l'origine profonde, didactique des mathématiques. Parce que notamment, notre ami Luc Trouche a beaucoup travaillé sur justement l'utilisation d'instruments pour apprendre les mathématiques et a apporté des éléments qui me paraissent fort intéressants, comme ceux d'orchestration, par exemple, pour comprendre et pour traiter surtout de la dimension collective des situations didactiques que l'on conçoit. Voilà, donc en fait, ces cadres-là, j'ai essayé de les assembler dans ce qu'on appelle une ontologie. Alors, c'est quoi une ontologie? Au sens informatique du terme, c'est en fait un ensemble d'éléments alors, qui peuvent être des concepts, qui peuvent être aussi des faits, qui peuvent être des processus, etc., que l'on va mettre en relation pour former une théorie. Théorie que la machine est capable de lire, mais que les humains sont aussi capables de lire. Et donc voilà, l'exercice que j'ai fait, c'est d'essayer de retenir donc un certain nombre d'éléments de ces cadres théoriques et de les relier entre eux pour avoir quelque chose de cohérent conceptuellement. Et j'ai pris comme base un outil et une approche qui a été développée au Canada, au LICEF très exactement, par Paquette et ses collègues, qui est l'outil MotPlus. Alors j'ai pris parce qu'à la fois conceptuellement il me paraissait intéressant, il distingue 4 catégories d'objets. D'une part, les éléments du réel, les entités du réel, ça peut être des faits, ça peut être des objets, etc. Des concepts, des principes et des processus. Et il distingue ensuite un certain nombre de relations entre ces 4 catégories d'éléments qui sont pour certaines, je dirais, codifiées, spécifiées, pour d'autres, dont on a la possibilité toujours d'écrire des relations sous forme de phrases, mais il y a aussi des relations de type sous-ensemble de, pour un processus, on a une relation intrant dans le processus, ou au contraire, produit issu du processus, enfin, voilà. Et donc, j'ai essayé d'assembler les éléments retenus du cadre théorique dans 2 ontologies différentes. Voilà, alors vous retrouvez les formes, ce qui est en rectangle avec des coins tronqués, ce sont des éléments du monde réel, des entités ou des faits. Ce qui est en rectangle, que j'ai choisi de faire en blanc, c'est des concepts. Ce qui est sous forme de losange, ce sont des principes, et ce qui est sous forme d'ellipse ou de cercle, ce sont des processus. Alors, bon, les principes en général régulent les processus. Il peut y avoir des processus et des sous-processus, etc. Voilà. Donc, j'ai essayé d'organiser ces choses-là avec tous les éléments que j'ai retenus de mes cadres conceptuels. Et ça peut se lire en faisant des phrases. Hein. Par exemple, si je prends cette relation-là, le sujet procède à l'instrumentation. L'instrumentation permet d'utiliser un objet, etc. Donc, on peut lire, on peut construire toute une série de, je dirais, d'énoncés
qui, ensemble, vont constituer la théorie. Et là, on s'aperçoit qu'on peut en construire énormément. Mais en même temps, ce sont tous des éléments qui vont permettre d'analyser, de comprendre les situations que l'on regarde. Et j'ai fait aussi la même chose, cette fois-ci pour construire à partir des éléments des didactiques. Voilà, donc bon, le détail, je ne vais pas y rentrer maintenant. Vous trouverez ça de toute façon dans la publication. Et puis, bon, maintenant, vous avez la clé de lecture, donc bah, vous pouvez les lire. Voilà, je m'arrêterai là. Ça fait un petit peu moins de 10 minutes. Mais... Oui, qui a été très synthétique, notamment au vu des graphiques proposés, mais peut-être qu'il y a des collègues qui vont, je sais pas, qui veulent poser des questions, mieux comprendre aussi la différence, parce que, en fait, peut-être que je suis engagé, mais quand on voit les deux ontologies entre comprendre et construire, elles ne s'articulent pas du tout de la même manière, bien qu'elles semblent reposer sur des cadres et des principes assez identiques. Oui, alors effectivement, on a une série d'entités du monde réel ou de concepts ou de processus qui sont les mêmes, mais ils ne s'organisent pas de la même façon dans les deux cas. Mais ça, je dirais, c'est un résultat un petit peu empirique, parce que ben, le cadre de la didactique est beaucoup plus orienté vers, je dirais, alors, enfin, j'en dis des didactiques, ils permettent de comprendre d'une certaine manière, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas de retenir les mêmes concepts, c'est de retenir ceux qui vont permettre de construire. C'est pour ça que j'ai plus retenu, par exemple, des processus dans la partie construire, de type orchestration instrumentale ou de type transposition, comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans l'atelier précédent, voilà, qui ne sont pas des processus qui sont attachés forcément à la compréhension, mais qui sont fondamentaux pour moi pour construire. Voilà, d'où l'articulation différente. Mais on peut, je dirais, tirer les fils d'un côté ou de l'autre en fonction de ses objectifs. Voilà. Vincent ? Alors, on n'a pas de questions dans le chat en tant que tel. On a des remarques, notamment de Solveig qui dit bravo, mais qu'il va falloir prendre un peu de temps pour se l'approprier à tête reposée. Et moi, je peux prolonger, ouais, je peux prolonger avec deux axes de questionnement sur ce que tu viens de nous présenter, Bernard. Alors, un premier, directement dans ce qui vient de se dire là, où j'aurais tendance à me dire, si je prends ma propre expérience quand je participe à des projets de conception de situations d'apprentissage instrumenté ou de technologies qui visent à faire de l'apprentissage, typiquement, j'aurais tendance à te dire que il me semble que je mobilise certaines de ces théories aussi bien pour comprendre que pour construire. Et du coup, j'ai du mal à voir la dichotomie que tu as faite, tu vois. C'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre dans quelle mesure, au contraire, pour essayer de comprendre l'ontologie que tu proposes sur le côté construire, ben, finalement, je pourrais partir de théories que tu as mis dans comprendre pour voir qu'est-ce qu'elle me donne comme repère pour la conception, finalement. Non, tout à fait. C'est des choix qui sont un petit peu arbitraires. Parce que, enfin, pour moi, c'est des moments différents dans les travaux que l'on mène. Et du coup, il me semble, on se focalise plus à certains moments sur certaines choses que sur d'autres. Mais il est vrai que la didactique professionnelle, on peut l'utiliser pour comprendre, et alors que moi, je ne la mobilise là que pour construire. Mais j'ai aussi retenu seulement les éléments qui me semblait relié à l'ingénierie et à l'acte de construire ces environnements, parce que les autres, ils sont utiles à comprendre, mais en même temps, enfin, moi, je vois ça comme une boucle, hein, c'est-à-dire on construit pour mettre en évidence des phénomènes qu'on essaye ensuite de comprendre pour améliorer aussi la construction. Hein, voilà, donc j'ai essayé de distinguer les deux pour simplifier, en quelque sorte. Mais c'est totalement arbitraire. On pourrait effectivement rassembler l'ensemble.
mais ça me semblerait moins opérationnel, disons. Et l'autre axe de questionnement que j'ai peut-être, mais à voir si c'est plutôt pour la discussion générale, mais je ne pense pas, c'est de se dire dans les théories que tu présentes, plutôt côté comprendre, mais c'est valable aussi pour côté construire, il me semble qu'elle ne cherche pas forcément à théoriser la même chose, ni de la même manière, tu vois, elle ne porte pas sur le même objet. Et du coup, je me demandais comment tu as essayé de tenir la compatibilité théorique, tu vois, qu'il peut y avoir. Ouais. Parce que du coup, il y a des si je te prends la théorie de la charge cognitive et la théorie instrumentale de Rabardel, il me semble qu'elles sont presque opposées d'un point de vue, de ce qu'elles cherchent à modéliser et comment elles s'y prennent. Oui, alors, comment j'ai fait? D'abord, c'est une question que je me suis effectivement posée, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment compatible? Et je me suis dit, il faut trouver en quelque sorte un point commun. Et ce point commun, pour moi, il réside dans, je dirais, le schéma de causalité triadique de Bandura, mais qui est aussi utilisé bien avant par Kurt Lewin, qui a été le premier à le formaliser, qui a été utilisé en sociologie par Bernard Lahire. Bon, en gros, ça dit quoi? Ça dit que tout comportement humain, il résulte de deux choses. D'une part, je dirais, des dispositions de la personne, de ses connaissances, de ses compétences, etc. Et d'autre part, d'éléments dans l'environnement. Et c'est l'interaction entre la personne, l'environnement, qui va générer le comportement approprié. Et ça, on le retrouve au fondement de tous les cadres théoriques que j'ai utilisés d'une manière parfois explicite, souvent implicite. Mais c'est ça qui m'a permis d'articuler, parce qu'en fait, les trois éléments de base sur lesquels je suis parti, c'est en gros le sujet ou la personne, c'est son comportement vis-à-vis d'un objet, et ou d'autres personnes, et c'est l'environnement. Et c'est ça qui m'a permis, et si on regarde en détail les ontologies, ben, tu verras qu'effectivement, je peux peut-être le remettre. Le cadre, partagé. Je vais revenir en arrière sur cette ontologie-là. Le cadre de Rabardel, il est là. Le cadre de la charge cognitive, ah ben non, je suis sur construire, pardon. Voilà, le cadre de la charge cognitive, il est là. Il est rattaché essentiellement au sujet. Et il est quand même en partie rattaché aussi à la notion de schème et de disposition, tu vois. Mais par contre, la partie Rabardel, elle se trouve là. Elles sont bien dissociées, mais il y a des points communs. Et le point commun principal, c'est que c'est le sujet qui dispose d'une certaine charge cognitive, et c'est lui qui agit aussi avec les instruments. Mais je ne vois pas d'incompatibilité, il n'y a pas de lien direct entre les éléments liés à la mémoire, à la charge cognitive, et ceux qui sont liés au processus, par exemple, de construction. La seule terme qu'on pourrait imaginer commun, mais encore qu'il ne l'est pas exactement, c'est le schème, par exemple. Merci. Peut-être on peut passer une discussion là générale. Il nous reste une vingtaine de minutes avant que Bernard, je te laisse la parole pour conclure. Sur les trois interventions, est-ce qu'il y a un ou une des participants, des collègues qui veut intervenir? Sachant qu'on voit bien, notamment dans la dernière intervention qui fait le lien, c'est que il y a plusieurs choses d'abord, et puis on a aussi des contextes d'actualité avec la crise sanitaire. Alors on pourrait se dire jusqu'où ce qu'on a mobilisé aujourd'hui est éclairant, en quoi les contraintes de la crise sanitaire nous permettent de nous revendiquer, nous, en tant qu'universitaires, dans le cadre de notre activité professionnelle.
Est-ce que l'environnement qui est emprunté… Alors, c'est vrai que dans beaucoup de théories, il y a cette idée d'environnement qui n'est pas forcément super bien définie, puisqu'on peut parler d'environnement technique, d'environnement d'une activité, d'environnement de travail, et qu'il est lui-même peut-être emprunté à une dimension, enfin en tout cas un courant qui n'est pas des SHS, puisque l'environnement est en nature, par exemple. Donc là, c'est pour faire aussi le lien avec Thierry Lefort sur son intervention. Donc c'est vrai que ce qui ressort là des éléments de compréhension et si on prenait par exemple l'exemple de ce qui s'est produit là sur la crise sanitaire, qu'est-ce que vous mettriez peut-être en avant comme prioritaire ou et y compris pour la construction ou c'est une question trop large? Moi, je dirais que j'ai du mal à la raccrocher à la thématique parce que, bon, là, on était sur plutôt les cadres théoriques. Alors, quels sont les éléments du cadre théorique qu'il faudrait mobiliser par rapport à la crise sanitaire? Je ne sais pas trop, parce que, bon, là, on sort du registre, disons, dans lequel on fait de l'ingénierie habituellement. Et on a à prendre en compte des éléments dont on ne se soucie pas forcément d'habitude. Bon, je pense, alors, on pourrait dire, par exemple, le cadre théorique de Simone Weil, bon, qui travaille, mais comme aussi l'ergonomie, c'est la discussion qu'on a eue l'autre fois sur la souffrance au travail, enfin, sur les difficultés, sur les contraintes, etc. Alors peut-être que là, on pourrait trouver des éléments qui ne sont pas dans mes ontologies, mais qui pourraient donner un nouveau regard sur les précautions à prendre quand on veut concevoir des situations d'apprentissage instrumenté telles qu'on les pratique aujourd'hui. Mais du coup, c'est une préoccupation d'ergonomie, ça déjà. Donc, sauf qu'on mobilise rarement l'ergonomie quand on conçoit de l'enseignement à distance. Voilà, mais… Je sais pas, d'autres réactions? Je viens réagir sur la question des ontologies. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, chaque cadre théorique que vous mobilisez ne pourrait pas faire l'objet d'une ontologie? Parce que, enfin, ça a été relayé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a le mot sujet, par exemple, que ça veut dire la même chose chez chacun des auteurs. Et du coup, en fait, l'outil là va produire une forme d'équivalence. Alors qu'en réalité, enfin voilà, il faut objectiver aussi justement la part de l'outil, donc ce mot plus là, comment en fait il va produire de la science et comment il va produire cet objet-là scientifique qu'est cette ontologie. Et je me demande si on ne pourrait pas juste produire autant d'autologies que de cadres théoriques pour mettre en correspondance ce qui relève en fait d'un concept chez un auteur et chez un autre, mais pas dans la même ontologie, parce qu'en fait, vous disiez aussi qu'il y avait une dimension arbitraire dans vos choix, donc en fait, c'est aussi une construction avec une élimination et une sélection d'un certain nombre d'éléments conceptuels qui vont être retenus. Mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une ontologie par cadre conceptuel avec une cohérence interne pour éviter justement qu'on puisse vous objecter le fait qu'il ne puisse pas y avoir de cohérence en mettant ensemble des mots, des concepts, etc., même si c'est le même mot finalement. C'est exactement ce que je n'ai pas voulu faire. Parce qu'effectivement, c'est très facile de trouver de la cohérence et dans une théorie, quelle qu'elle soit, ou dans un cadre conceptuel, parce qu'en général, les auteurs y ont veillé. Mais ce qui m'intéressait, c'était justement d'essayer de trouver une méta-cohérence, alors, et au prix, effectivement, de passer sur peut-être des différences de conception d'un terme ou même enfin, des différentes approches dans un concept. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que je peux porter un regard particulier avec un certain éclairage sur l'objet, et puis aussi de la même façon, avoir des compléments d'un autre côté. Alors, effectivement, peut-être au prix de certaines
trahison de la cohérence de l'auteur, puisque, comme Vincent l'a dit tout à l'heure, effectivement, il y a des théories opposées ou qui semblent opposées que je mets en même temps. Mais pour moi, chacune apporte son propre éclairage, et c'est ça qui est intéressant de faire qu'on puisse les mettre dans une ontologie commune. Du coup, c'est une forme de complémentarisation, c'est-à-dire vous produisez de la complémentarité par ce biais-là. Alors qu'en fait, ça pourrait être intéressant de considérer qu'au-delà de la cohérence, parce qu'il y a une cohérence interne à chaque théorie, mais en fait, ce qui va être pertinent là-dedans, ce n'est pas tellement la cohérence interne, mais c'est plutôt comment la réalité résiste à ça. C'est-à-dire, on peut dire comme Hegel que tant pis pour la réalité, mais on peut aussi se dire qu'on peut modifier les modèles et qu'on peut aussi faire apparaître des manques ou des éléments voilà, qui ne vont pas être, qui vont pas être justifiés, etc., qui seraient juste des constructions qui se justifieraient d'un point de vue conceptuel, mais qui ne seraient pas attestées par une réalité derrière, parce qu'on verrait bien que dans d'autres modèles, ça ne correspond pas, on ne trouve pas d'équivalence ou de correspondance sur ce qu'aurait pu être avancé par une théorie ou une autre. Enfin, après, c'est des hypothèses. Hein. Oui, voilà, mais moi, je ne suis pas philosophe. Et je suis ingénieur d'abord. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est le côté opératoire et opérationnel des choses. Et en fait, vous le destinez à... Donc, c'est une finalité professionnelle dans le champ de la didactique? En quelque sorte, oui. C'est ça le... D'accord. Je vais laisser la parole à Vincent, mais juste, il y a peut-être quelque chose qui est aussi je sais pas, peut-être une dimension axiologique, c'est que c'est vrai qu'en sciences de l'ingénieur, même si l'ingénieur doit faire face à l'incertitude, hein, mais il y a quand même l'idée de construire des outils pour des buts très définis, en fait, hein, un peu comme en didactique, je dirais, où l'équerre a du sens lorsqu'on apprend l'angle droit. Donc, il est quelque part, il fait partie d'un monde, quoi, je dirais, préconstruit. Et dans le même temps, il y a cette idée que on peut détourner, alors je ne veux pas, moi, là, parler de Rabardette du tout, mais qu'on peut détourner l'outil de sa fonction initiale, parce qu'on est aussi, alors soit c'est dans la nature humaine, soit c'est parce qu'on est aussi dans des cadres qui sont mal définis ou qu'on laisse librement à définir. Et donc là, il y a peut-être une sorte de tension entre le développement des individus, le rôle de l'école, de la formation, et l'émancipation des individus qui, théoriquement, nécessite de pouvoir agir sur son environnement. Donc, si je dis les choses autrement, finalement, dans les trois présentations, il y a peut-être cette tension qui je ne sais pas comment vous la ressentez, quoi, mais voilà, qui peut paraître à la fois contradictoire, et puis j'ai pas de parti pris, parce que effectivement, je dirais construire un dispositif avec un instrument qui a un sens pour l'apprentissage, c'est une chose, mais aussi pouvoir agir sur son environnement et faire des erreurs, ça fait partie de l'apprentissage, et que donc le rapport du sujet à l'environnement via un outil, il pose quand même des questions sur notre conception de l'apprentissage, de la place de l'individu, et le sentiment est qu'on pourrait se dire que du coup, les cadres, ils ne sont pas tout à fait les mêmes qu'on mobilise, parce que la conception qu'on a derrière humaine et la manière de prévoir son développement n'est pas du tout sur les mêmes ancrages. J'ai peut-être été un peu long là, je ne sais pas si j'étais clair. Oui, je voulais donner la parole à Vincent, c'est ça? Moi, je sais pas, il y a Stéphane qui a lancé une discussion un peu dans le chat, et du coup, j'ai vu que Gaëtan avait un peu répondu, et Luc Trouche aussi, donc je ne sais pas si vous souhaitez l'un ou l'autre intervenir dans la discussion, et sinon, peut-être s'il y a des questions de la salle, parce que là, pour l'instant, il n'y en a pas forcément beaucoup qui remontent. Alors, il y a Béatrice Savario là, qui vient d'intervenir en disant « On revient à la nécessité de l'approche des environnements d'apprentissage instrumenté dans une approche pluridisciplinaire, voire transdisciplinaire. » Donc, je ne sais pas si Béatrice, tu souhaites prendre la parole, mais n'hésite pas si c'est le...
Non, je trouve que c'est intéressant d'avoir ces trois communications avec des approches très variées, on va dire, hein. Et donc, ça a déjà été souligné hier, mais on revient sur cette question-là, c'est-à-dire que la richesse finalement de notre colloque, c'est cette approche pluridisciplinaire et puis le dialogue, la communication qu'on peut avoir les uns avec les autres qui souligne en effet qu'il y a plein de chantiers à ouvrir. Et effectivement, c'était un des objectifs du colloque d'ailleurs, que d'essayer de repérer les chantiers qu'on pourrait ouvrir sur cet objet-là, quoi. Et je pense qu'on a réussi. Vincent, est-ce qu'il y a d'autres questions ou tu peux faire une synthèse peut-être des discussions sur le chat? Sur le chat, non, il y avait dans la discussion que tu avais lancée tout à l'heure sur les aspects instruments, de savoir si finalement on pouvait peut-être parler d'instruments sans parler de Rabardel ou pas. Les remarques qu'il y avait, c'était bah oui, pourquoi pas, il y a d'autres cadres, si je comprends bien. Mais par contre, ça nécessite sans doute de venir définir d'où on parle et du coup de venir préciser comment on mobilise la notion d'instrument ou la notion d'outil ou la notion d'artefact. C'est ce que retient un peu de ce qui a été... oui, c'est le sentiment que l'instrument, finalement, Rabardel, il est pris par tout le monde et puis on s'en arrange un petit peu, quoi. Voilà. En se disant, moi je le mets là, moi je le mets là, moi je le relie. Et c'est un peu la question de Luc Trouche de tout à l'heure, finalement. Est-ce que c'est un cadre qui est encore dominant et qu'on n'est pas prêt de dépasser? Est-ce qu'on est capable de le dépasser? Et peut-être que la proposition de Bernard nous permet de le situer. Alors, bien sûr, on peut rediscuter des interrelations, mais ce n'est pas pareil de le situer que de le mobiliser à chaque fois comme s'il pouvait expliquer tous les processus de rapport de sujet à l'activité, à l'environnement, au développement professionnel, à la professionnalité, vous voyez ce que je veux dire, à l'affordance, aux environnements capacitants, je ne sais quoi, et j'ai beaucoup d'admiration pour ce travail, c'est pas la question, mais c'est vrai que du coup, est-ce que là, on arrive peut-être où il faut l'enrichir, c'est votre positionnement, où il faut réussir à dépasser quelques zones d'éléments du modèle qu'il mobilise. Je ne sais pas, voilà. C'était un peu ça le sens du débat pour lequel nous avons à peu près 5 à 7 minutes pour y répondre. Voilà. Et il y a Luc Trouche qui a levé la main. Oui, donc en une minute. Il n'y a aucun cadre qui est fixe, bien sûr. Ils évoluent tous. Si on regarde l'approche de Piaget, quand on passe de Piaget à Vergniaud, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a un enrichissement, des déplacements d'objets, des précisions. Par exemple, la notion de schème. Puis après, de Vergniaud à Rabardel est quand même un élève de Vergniaud, il y a des choses qui changent aussi. Et d'ailleurs, Vergniaud trouvait que Rabardel donnait trop d'importance aux outils. Bon, puis après Rabardel, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Donc, ce sont des cadres évolutifs qui tous sont fortement entremêlés. Et je trouve que la démarche de Bernard de penser ontologie pour penser des passerelles, il n'y a jamais de traduction de terme à terme, mais plutôt des systèmes de concepts qui se frottent à d'autres systèmes de concepts. Ça, je trouve que c'est une bonne démarche. Mais en tout cas, ce qui me semble très important pour Rabardel, parce que je me situe quand même globalement dans cette approche, hein, c'est quand on a une approche, bien voir à chaque fois quelle est sa substance, quelle est sa richesse, en interaction évidemment avec ceux qui l'ont développé, avec Pierre Rabardel ou d'autres. Hein. Et c'est pour ça que j'ai réagi sur la notion d'instrumentalisation, d'instrumentation, parce que pour moi, ça fait partie des concepts clés de cette approche. Instrumentation, instrumentalisation, comme la dialectique artefact-instrument, et comme la notion de schème. Alors, bien sûr, on peut prendre certains de ces objets et pas d'autres. À chaque fois, ça suppose de les resituer dans un système un peu complet qui donne un sens à une démarche, qui permet de dialoguer entre différentes démarches. Je trouve que de ce point de vue, ces 2 jours d'interaction ont été tout à fait fructueux. Merci Luc. Je vais donner la parole à Gaëtan parce que tu as levé la main, du coup, vas-y. Oui, j'ai vu que ma réponse tout à l'heure à la question de Stéphane
ma réponse était simultanée à celle de Luc Trouche, et finalement, ma remarque, elle est encore en phase totale avec ce que Luc vient de dire. Et je voudrais juste ajouter un point, enfin, ou peut-être proposer juste une autre entrée. En fait, lorsqu'on s'intéresse à la conceptualisation, effectivement, je suis en accord hein, sur le caractère complet qu'il faut avoir pour bien l'appréhender et puis situer les concepts les uns par rapport aux autres. En fait, quand on approche la conceptualisation de Rabardel, on constate qu'elle est faite d'unités. Elle est faite d'unités complexes. Par exemple, sur les dimensions productives et constructives de l'activité. Ce qui peut faire débat, hein, je sais que ça fait débat d'ailleurs, mais sur l'instrument, artefact, schème. Et donc, en fait, on a des unités globales. À mon avis, on a le droit de faire ce qu'on veut, évidemment, de ce cadre et ces concepts. Juste, il ne s'agit pas de prendre au sein d'une unité un de ses composants et d'ignorer les autres. Alors là, à mon avis, on commet une erreur. Voilà, c'est ça que je voulais juste ajouter. Et c'est ce que je constate dans quelques travaux parfois, reprenant l'approche instrumentale. Je vois Vincent qui sourit, je pense qu'on a déjà discuté, mais, et notamment en ergonomie, hein, où en fait on attrape un tout petit bout d'une unité, on la compare à un autre bout d'une unité, ignorant le système conceptuel global, et on croit avoir mobilisé l'approche instrumentale, parfois même ne serait-ce que pour illustrer quelques résultats finaux d'un travail de recherche. À mon avis, là, c'est fortement contestable. Ce que j'entends aujourd'hui, enfin ce matin et d'hier, c'est pas du tout ce qui a été fait. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup plus de rencontres des cadres en acceptant leur complexité et dans une approche globale, voire systémique, que des emprunts faciles et partiels. Et je trouve que c'est une grande réussite de ce colloque. Moi, du coup, je veux bien poursuivre là, ce qui vient de se dire, dans le sens où il me semble que si je prends un peu ce qu'on mobilise en ergonomie et que dans une partie de l'ergonomie, si je reviens un peu aux théories de l'activité, il me semble que typiquement ce que tu dis, il y a d'autres modélisations qui intègrent les notions d'instruments et qui, selon les systèmes que tu cherches à comprendre ou à concevoir, il me semble que la théorie proposée par Rabardel n'est pas forcément la plus efficace. Mais que par contre, il y a des proximités conceptuelles avec d'autres approches de l'activité. Typiquement, et moi j'ai plutôt tendance à le voir comme ça, c'est-à-dire selon les objets de conception et de compréhension vers lesquels avec lesquels je dois travailler, les gens avec lesquels je dois travailler, c'est plutôt en fonction de ça que je vais choisir une théorie ou une autre. Typiquement, pour penser des systèmes macroscopiques d'organisation du travail, etc., avec l'approche de Rabardel, c'est parfois un peu compliqué parce que la maille d'analyse n'est pas forcément celle-là, bien que conceptuellement, ça peut être intéressant. Et il y a, si je vous prends une autre, mais que vous devez connaître, c'est-à-dire, par exemple, la proposition qu'a fait Engeström sur une modélisation de l'activité que lui considère comme être une troisième génération, etc. Il me semble que typiquement, on a des sortes de proximités conceptuelles et de filiation conceptuelle, et en même temps, c'est pas complètement le même ensemble, si je puis dire. Et typiquement, l'un et l'autre me semble, enfin, personnellement, je n'utiliserai pas l'un et l'autre pour faire la même chose. C'est-à-dire, et je pense qu'ils sont pas forcément faits pour faire la même chose, dans le sens où ils modélisent pas exactement la même chose. Typiquement, un peu comme d'autres approches qu'on peut trouver en conception, comme on a pu en discuter, Stéphane, sur soit les approches d'affordance, soit les choses qu'on trouve chez Norman dans la conception, effectivement. Mais pareil, il me semble que dans les propositions de Norman, pour concevoir des environnements d'apprentissage, je ne suis pas sûr que Norman ait la même proposition, tu vois, en termes de qu'est-ce qu'il modélise, qu'est-ce qu'il met au centre, et toute la vague qu'on peut trouver en ergonomie, mais ailleurs, sur l'expérience utilisateur. Par exemple, c'est qu'un petit bout qui s'ancre assez fortement dans les travaux de Norman, mais en prenant qu'un petit bout finalement hein, de l'ensemble de ce qu'il a fait. Et il me semble que là, il y a peut-être des compatibilités, ou en tout cas, il y a des forces chez Norman que tu ne trouves pas forcément chez Rabardel, si je puis dire ça comme ça. Et inversement, il me semble qu'il y a des forces chez Rabardel que tu ne trouves pas chez Norman. Et c'est là où je trouve que le travail de Bernard peut être intéressant à mon sens sur les proximités, et en même temps je me dis que d'un certain côté il ne modélise pas la même chose,
C'est-à-dire que Norman et Rabardel, pour moi, ne disent pas du tout la même chose. Je ne sais pas si ça répond, hein. Je réponds un peu, enfin je réfléchis un peu à chaud et beau. Et je crois qu'il y a Luc qui a toujours sa main levée. Je pense que c'est pour intervenir une nouvelle fois, mais je ne sais pas s'il a oublié de la baisser ou pas. J'ai oublié de la baisser, excusez-moi. Même pas de souci. Peut-être faire un tour pour les intervenants, voir comment ils se situent dans ce débat par rapport à leur rapport aussi. Parce qu'il est 54 et puis on devra malheureusement conclure, mais peut-être qu'on devrait faire un colloque sur Rabardel, je n'en sais rien. Bon. Je ne sais pas, est-ce que Bernard, Grégory et Thierry, vous auriez des apports, des commentaires à faire par rapport à ce sujet ou sur ce sujet? Moi, il me semble que j'ai déjà dit beaucoup de choses, donc peut-être laisser la parole à Thierry ou à Grégory, et puis je la reprendrai après pour conclure. Moi, je pensais en vous écoutant, par exemple, à d'autres théories qui s'intéressent aussi à l'outillage humain, on pourrait dire, avec les objets techniques de Simondon, par exemple, qui serait aussi une autre approche, qui n'a pas tout à fait les mêmes heuristiques que celle de Rabardel. Je pense que celle de Rabardel, elle a quand même une puissance qui est liée justement à cet aspect dialectique, en fait, hein, où il y a des éléments qui font l'unité, comme le disait tout à l'heure Gaëtan, hein. Et du coup, c'est vrai que ça brise, on pourrait dire, certains dualismes entre le sujet d'un côté, l'objet de l'autre, le sujet d'un côté, l'outil de l'autre, dans le rapport à l'objet, etc. Et je trouve, je la trouve tout à fait intéressante avec des aspects qui vont aller sur des schèmes collectifs, par exemple, hein, pour faire des gros mots, hein, qui sont beaucoup moins abordés dans d'autres théories du schème, par exemple. Donc, il y a certains enrichissements apportés aussi par Rabardel dans une lecture qui ramène à la fois si on remonte aux sources, hein, il y a une source piagétienne, mais il y a aussi une source des travaux de Vygotsky, donc il y a aussi cet aspect collectif, en fait, activité collective, activité avec des médiations humaines. Il y a aussi une source chez le roi Gourand qui est importante, hein. Et toute cette notion justement d'outil, enfin d'instrument double face, on la trouve déjà chez le roi Gourand, comme que l'outil c'est l'externalisation du geste dans un objet. Et ça, je crois que c'est ça qui fait aussi, je dirais qu'on peut se permettre certaines unités théoriques. C'est ce que tu as dit, là, Grégory, c'est vraiment, on est dans une théorie qui juste ne distingue pas fondamentalement d'un côté l'objet, de l'autre côté le sujet, d'un côté l'objet et de l'autre côté les schèmes. On est dans ce que j'appelle un paradigme relationnel et non pas un paradigme nominatif ou nominal. Et ça, c'est important. C'est ça qui permet, enfin en tout cas pour moi, qui m'a permis de m'autoriser à rassembler les différentes approches. Merci pour le roi Gourand, effectivement. Thierry Lefort, avant de... Oui, effectivement, je pense que c'est intéressant de mettre en relation tout ça. Après, il faut les resituer aussi, c'est-à-dire que Rabardel aussi, son point de vue ou son héritage, il est psychologique. Il y a d'autres approches qui sont plutôt inscrites dans le registre de la sociologie, et on voit bien que le terme de sujet dans ces deux champs-là ne désigne pas du tout la même chose. Et donc, en fait, et je pense que la psychologie des années 50 n'est pas du tout la même que la psychologie d'aujourd'hui. Il y a plein de choses qui doivent être réactualisées, et je pense que l'opposition, par exemple, entre individus et société qui peut servir de grille de lecture de la répartition des champs entre la psychologie et la sociologie n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui. En fait, on intègre aussi dans la dimension du sujet, on intègre aussi autrui, on intègre aussi le rapport à l'autre. Et en fait, cette dimension-là, elle est complètement incluse dans le sujet en tant qu'il est un faisceau de relations sociales, etc. Et c'est pas parce qu'on parle d'une seule personne qu'on est dans de la psychologie. Et cette psychologie-là, c'est pareil, elle a
énormément évolué avec les apports de la psychanalyse, avec d'autres éléments. Et en fait, ça se fait, j'allais dire, depuis les réflexions qu'on évoque aujourd'hui. On parle des années 50, 60, 70, etc., avec Lévi-Strauss, avec tous les auteurs qu'on a pu citer, Simondon, tout ça. Et en fait, ils sont à resituer dans le cadre aussi épistémologique de leur époque, avec les concepts qui avaient cours à l'époque et qui sont évidemment en perpétuelle évolution. Donc on a une réappropriation, je pense qu'on n'a pas à s'en excuser, c'est-à-dire qu'on a une réappropriation complètement contemporaine. Il y a des mots qui ont évolué, il y a des mots qui ont disparu, des mots qui vont changer de sens. Et en fait, ça fait partie aussi de notre langue actuelle. Et je pense que le travail qu'on a à faire, c'est de réactualiser tout ça, de relativiser la valeur que pouvaient avoir ces termes-là à une époque donnée, dans un contexte intellectuel, etc., et de se réapproprier tout ça. Donc moi, effectivement, pour répondre à la question de Grégory, je fais aussi référence à Simondon à certains moments. Enfin, c'est des éléments comme ça, mais je ne prends pas l'intégralité de son cadre. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur cette incompatibilité potentielle des cadres. À mon avis, je pense que le cadre, en fait, c'est quelque chose qu'on doit poser, à partir duquel, en fait, on va construire notre réalité en empruntant à des auteurs et en se considérant soi-même comme étant inscrit dans cette filiation et dans cet échange, et avec tous les malentendus que ça peut produire en termes de réappropriation de concepts tels qu'on les emprunte chez tous les auteurs. Merci Thierry. Du coup, il est 13h, donc on va passer la parole à Bernard pour clôturer ce colloque. Et puis, merci beaucoup à tous les participants de l'atelier. Merci à Stéphane pour l'animation. Et puis à Bernard pour l'invitation. Oui, moi aussi, je remercie les animateurs, les contributeurs et les participants. Je pense que les échanges que nous avons eus ces 2 jours ont été très, très riches. Ils mériteraient même presque que l'on refasse un colloque sur chacun des ateliers. Bref, l'idée, c'est qu'on ne va peut-être pas s'arrêter là. J'ai ouvert un groupe sur LinkedIn, mais bon, on peut aussi faire circuler les adresses mail de chacun des participants à ce colloque afin de pouvoir envisager une suite ou de construire quelque chose pour aller un peu plus loin et enrichir ce champ thématique. Voilà. Il me semble que ce n'est pas la peine d'aller plus loin pour la conclusion, parce que justement, il ne s'agit pas vraiment de conclure, mais au contraire d'ouvrir vers d'autres choses. Voilà, merci à tous, encore une fois, et merci du temps que vous avez passé pour faire de ce colloque un succès. Voilà. Je pense que tout le monde, là, tu vois dans le chat, Bernard te remercie, voilà, avec des points d'exclamation pour appuyer ses remerciements. On aurait pu mettre aussi des smileys, plein, voilà, maintenant on parle en emoji, voilà. Donc je pense que tu peux quand même, voilà, tu as tenu aussi le colloque à distance, qui n'était pas une mince affaire, je voudrais quand même le dire, voilà, tu as bien piloté tout ça, et je pense qu'on est tous ravis que ça puisse avoir lieu, et la qualité donc des échanges, même si moi je n'ai pas pu assister à tout. Ok, mais alors ils ont été enregistrés justement. Ouais. Que tout le monde était d'accord et m'a donné son accord formel. Donc maintenant, il y a un petit travail de post-production à faire, mais ça ne va pas tarder à être en ligne. Il faut que je vois avec notre service de communication sur où est-ce qu'on le met, si c'est sur notre chaîne YouTube, si c'est sur autre chose. Mais ça sera en ligne prochainement, et donc comme ça, tout le monde pourra voir et revoir les bons moments de ce colloque. Voilà, bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut se dire au revoir.